Ok, voilà. On est parti ensemble pour 1 heure pour échanger autour de la photo de qualité pour vos différents produits et services, peut-être, qui sait. Et donc, finalement, on est parti avant tout de régulières demandes qui revenaient vers nous en disant j'ai des problèmes avec mes photos, est-ce que je dois trouver un photographe, est-ce que je dois me former moi, est-ce que je dois racheter du matériel parce que le matériel que j'ai ne convient pas. C'est à partir de ça qu'on a voulu vous apporter cette réponse-là, sachant que la photo, pourquoi on l'a fait et pourquoi aujourd'hui c'est un élément qui est important, qu'on soit euh, par ailleurs dans un domaine qui se destine à des consommateurs ou qu'on soit au contact de professionnels, parce qu'elle va permettre, quand on a des produits qui sont des produits plutôt techniques, parfois d'apporter de l'information autrement qu'avec des longues descriptifs, ce qui n'empêche pas de faire des descriptifs, mais sur des objets techniques, sur du matériel. On va pouvoir prendre par exemple la face arrière d'un matériel pour pouvoir montrer toutes les entrées et les sorties de connectiques qui y figurent, ce qui parfois est beaucoup plus parlant qu'une liste d'entrées et de sorties techniques qui vont donner moins d'informations, en tout cas la donneront pas de la même manière à tous les utilisateurs, ou au-delà d'un élément explicatif, ça va intervenir comme un élément de vente, en fait, de réassurance, un élément marketing pour mettre en avant, on dit les détails, mais à vrai dire, je pourrais aussi dire plutôt les qualités de vos produits, puisque ça va nous permettre de mettre en avant une réalisation particulièrement soignée, de mettre en avant des détails de réalisation, comme on a ici sur ce petit extrait de jean où voilà, on met en avant les coutures. Donc, gardez toujours un petit peu ces deux brides-là, de vous dire est-ce que finalement mon apport à moi ou ce que je cherche à faire, c'est avant tout de la photo technique ou est-ce que je cherche là voilà, à avoir un élément différenciant marketing pour mieux vendre mon produit ou les deux. Et donc, pour commencer, j'aimerais qu'on se dise un petit peu comment on le fait et d'envisager les différentes formes de photoproduits qu'on va avoir qui sont souvent complémentaires et qui sont rarement considérées comme telles ou parfois on n'a pas l'ensemble des photos qu'on pourrait avoir sur un produit. Je vais prendre un certain nombre d'exemples qui vont être dans des secteurs types d'activités. On pourra en reparler à la suite si vous avez un secteur où vous vous sentez un petit peu en décalage par rapport aux exemples que j'ai pris. Essayez quand même toutefois de transposer un petit peu la démarche et de vous dire, bah, là, ce qu'Aurélien nous raconte sur tel produit, qu'est-ce que ça peut faire figurer pour nous si on a des produits différents. Et on va déjà énormément différencier des photos qui sont dites des packshots, des photos humanisées, mises en scène, que dans un certain nombre de domaines, on va appeler photos lifestyle. La photo backshot, c'est ce que vous avez là sur la gauche avec mon écharpe. En fait, c'est le même produit, hein. C'est deux photos d'une même fiche produit. Elle va être là pour mettre en avant un sujet unique. On va travailler énormément l'éclairage, l'angle, la disposition du produit. On va avoir un décor qui est en général blanc ou assez minimaliste avec ouais, une petite assiette, une planche, un trépied, enfin un trépied, un support pour le produit et on va avoir pour objectif quelque part de mettre en avant là plutôt des éléments techniques ou de qualité du produit. On va en général travailler deux types de photos avec des photos plus mises en scène où là l'objectif c'est plutôt d'insérer le produit dans ses valeurs. C'est-à-dire, on va se faire projeter le client sur le fait que bah voilà, cette écharpe et la marque en fait qui vend cette écharpe, elle est plutôt typée urbain, jeune, avec un certain nombre de codes qui ont vocation à justement faire des clins d'œil, à parler au client qui voit la photo en question. Cet exemple-là qu'on va avoir dans finalement le vestimentaire, on peut l'avoir dans tout un tas de secteurs. Là, je vous donnais un premier exemple avec une écharpe, je vous en donne un deuxième que j'ai pris chez Ninkasi, qui est une chaîne, en tout cas des franchisés lyonnais qui font notamment des burgers, où sur leur site qui est assez bien fichu, on retrouve systématiquement des photos de produits nus et des photos de produits plus mis en scène, en action, en acte de consommation. Alors là, tout dépend bien sûr du produit en question, pour apporter un petit peu de l'humain. Et parfois, quand on fait des audits e-commerce,
c'est pas ce qu'on regarde en premier, mais on se rend compte que finalement, sur l'ensemble des produits et des photos qui illustrent le site, eh ben, on n'a pas d'humain. On a uniquement du produit, du produit, du produit, et ça nous renvoie une image qui est finalement assez aseptisée, qui peut renvoyer une image qui n'est pas forcément très positive de l'entreprise. Parce que la plupart du temps, quand on est justement une petite entreprise, une TPE, une PME, on cherche à faire valoir le savoir-faire, la dimension humaine et en faire un véritable argument de vente. Et donc, justement, on a tout à fait, on a toutes les incitations du monde, on devrait les avoir en tout cas, à humaniser au maximum et à rapporter de l'humain dans le produit, quel que soit en fait le type de produit. Et inversement, j'ai vu des entreprises qui ont organisé parfois des sessions de shooting avec un photographe, et puis à la fin, se dit, mais en fait, j'ai que des photos du produit en action, mais j'ai rien à mettre sur ma fiche produit. Parce que j'ai pas fait la requête, j'ai pas cadré les choses pour qu'il y ait un moment, un décor où là, on va décliner un ou deux décors, où on va décliner l'ensemble des produits et ça va nous servir un petit peu de photocatalogue qu'on peut utiliser de plein de façons par la suite. Donc, pour la première option, qui est celle du packshot et de la photo, de la vraie photo produit, qui n'est pas une photo produit mise en scène, on peut prendre deux options. Une option que je vous montrais auparavant, un fond blanc plus classique, et puis une option plus créative. Cette option plus créative, c'est important d'imaginer un dispositif que vous pouvez décliner. La première fois, vous allez avoir du mal à trouver le bon angle de lumière, les bons éléments de décor. Ça, on pourra là aussi en reparler. Mais ensuite, vous allez pouvoir facilement décliner et appliquer ce que vous avez déterminé pour l'ensemble de vos produits. C'est l'intérêt, par exemple, dans ce que je vous montre ici, d'une illustratrice qui s'appelle lyonnaise, qui s'appelle Émilie Ettori, qui a dessiné des quartiers de Lyon à l'origine, maintenant qui fait des quartiers de plusieurs villes, qui a été assez maligne dans sa communication pour se faire connaître parfois en envoyant directement des dessins à des mairies, à plein de gens. Donc elle s'est fait pas mal connaître avec sa com digitale et elle a, je trouve, beaucoup de réussite dans la manière dont elle met en avant des produits qui sont au final assez simples physiquement, c'est-à-dire que c'est des imprimés sur une feuille, on ne vend pas les cadres, on ne vend pas ce qui est autour, et puis elle va systématiquement le mettre en scène pour amener un ensemble du contexte, des valeurs, après on vend du beau, donc là c'est important aussi d'avoir quelque chose qui soit séduisant, y compris dans le décor. Et si je prends en fait l'ensemble des différentes photos produits qu'on peut avoir sur une fiche produit, on peut avoir une photo type packshot, des photos plus ou moins de détails qu'on voit là quand elle a pris par exemple le cadre de près pour montrer la qualité de l'impression, des photos du produit en situation, donc là on va retrouver notre cadre attaché, des photos, là, on voyait du colis prêt à être envoyé. Alors, elle est un tout petit peu morcelée, mais sur le bas, vous voyez qu'il y a une photo avec un petit colis, une petite carte. Et en fait, finalement, c'est hyper intéressant. Ça amène à se figurer, bah, vous voyez, ce que je vends ici, en fait, c'est assez idéal pour faire un cadeau. Et on les envoie dans des colis soignés que vous pouvez tout à fait faire personnaliser avec un petit mot pour l'envoyer à quelqu'un comme cadeau. Des photos de coulisses ou de préparation du produit aussi en fonction de vos secteurs d'activité. Et puis voilà, des photos plus lifestyle, en tout cas, comme celle qui était tout à l'heure, celle de l'écharpe, où là, on cherche plus à transmettre une identité de marque, des valeurs. Et donc, ces photos-là, ces options-là, elles sont un petit peu complémentaires. Je vous encourage à vous questionner sur l'ensemble. C'est pas exhaustif, hein, c'est une liste qu'on a, nous, un petit peu, qu'on a décidé en fonction des différentes fiches produits qu'on trouve intéressantes et qu'on rencontre. Et puis de vous dire, voilà, qu'est-ce que moi, je dois faire par rapport à mes différents produits. Parce qu'en fonction des réalisations, en fonction du type de photo, il y a des choses que vous allez pouvoir facilement internaliser. Et puis, il y en a d'autres qui vont demander peut-être une intervention systématique d'un professionnel parce que on va chercher autre chose dans la réalisation, dans l'image. Et là vient la question, du coup, qui nous est souvent posée, qu'est-ce que je fais? Je fais faire, j'achète peut-être même des photos dans des banques d'images. Ces options-là, elles sont en fait assez complémentaires. Là, j'ai pris l'exemple
site de Maréchal Fraîcheur, qui est un maraîcher qui vend des paniers de légumes autour de Lyon. Ils ont une gamme de produits en propre assez large. Après, ils travaillent avec un grand réseau de partenaires en local pour avoir des produits d'épicerie fine, des produits complémentaires aux fruits, légumes et aromates que eux peuvent vendre. Vous retrouvez sur leur site et sur leurs réseaux sociaux tout un ensemble de produits qui répondent à des formats différents et qui ne sont pas forcément réalisés de la même façon. Vous allez trouver des photos qui sont réalisées sur le vif, où là, en fait, vous allez avoir ce qu'il y a sur Instagram, des mises en situation produits. Finalement, quelqu'un qui prend une photo de ce pâté de campagne là dans des feuilles avec un simple smartphone. Vous allez avoir des photos qui sont réalisées en photocube, donc ces petits cubes blancs. On en parlera juste après quand on parlera de matériel qui permettent de réaliser ces photos sur fond uni. Et là, on voit que pour sortir un petit peu du pur fond uni, on est allé chercher une petite planche en bois qui amène un petit quelque chose à l'image. Il y a des photos aussi qu'on est allé acheter. Parce que c'est pas, on ne doit pas nécessairement s'interdire d'aller acheter des images pour prendre par exemple un macro de photo de framboise. Là, avec un téléphone, c'est délicat d'avoir un rendu qui est super chouette. Ils vont trouver en ligne des photos de framboises qui sont de la même variété et qui sont quasiment identiques que celles qu'ils ont dans le jardin. Alors, il y a qu'eux qui vont se rendre compte que peut-être que c'est pas exactement la même framboise, mais enfin là, l'objectif, pas de publicité mensongère, c'est uniquement d'illustrer à travers une petite image un produit et ça peut être tout à fait satisfaisant d'aller chercher une photo sur une banque d'images. On pourra aussi reparler des banques d'images si ça vous intéresse. Il y en a tout un tas. Et les prix, tant que vous n'avez pas à imprimer quelque chose qui fait la taille d'un immeuble, les prix d'achat, ils sont souvent, ils dépendent de la qualité, enfin de la taille de l'image. Donc en fait, de la taille de l'impression que vous pouvez en faire par la suite. Donc les prix sont tout à fait contenus pour des images qui n'ont pas besoin d'être imprimées dans des dimensions immenses. Et puis vous y vont aussi retrouver des photos de photographes dans différents coins du site de Maréchal Fraîcheur. Vous verrez finalement de la mise en situation, des photos sur les différentes récoltes, des photos lorsque finalement le panier là, est remis au client dans le point relais. Et là, on va faire intervenir une fois peut-être un photographe de façon à réaliser un ensemble de photos qui puissent nous servir ensuite à décorer le site. Et où sur celle-ci, on va retrouver beaucoup d'humains aussi, qui est dimension importante pour faire le lien avec la proximité, qui est une valeur forte de cette PME. Ça, c'est les différents types finalement de photos qu'on peut réaliser. Après, ça, c'est pas souvent une question qu'on nous pose. C'est moi qui vous pose justement la question sur les types de photos, parce que souvent on part un peu bille en tête en disant je veux faire ça. Ouais, mais est-ce qu'on a considéré un petit peu l'ensemble du spectre et est-ce qu'on a fait la liste de l'ensemble de ce qu'il faudrait faire, de ce qui pourrait nous être utile pour apporter une meilleure info, pour mieux travailler la vente, en tout cas, ou l'image de l'entreprise sur le site. La question qu'on nous pose souvent, c'est la question du matériel. Et la question du matériel, là encore, on peut y répondre à différents niveaux. Si on se base sur des besoins qui sont pas hors du commun, c'est-à-dire que vous cherchez pas à prendre des objets en verre transparent ou des choses qui font des reflets dans tous les sens, c'est tout à fait possible si vous avez un smartphone équipé d'un bon capteur photo, en sortant du mode automatique. C'est tout à fait possible d'arriver à avoir des photos satisfaisantes. Je vous ai mis là une jolie photo d'éventail, qui est une photo qui est prise par une entreprise lyonnaise qui s'appelle Vera Pilo, qui conçoit et qui vend des éventails. Et ils font l'ensemble de leurs photos produits de cette sorte-là avec un iPhone assez récent. Donc, c'est un smartphone qui est plutôt haut de gamme avec un appareil photo qui a une belle qualité d'image, un beau rendu. Et ils ont une boîte blanche, un photocube et un smartphone et ils arrivent à réaliser l'ensemble de leur image comme ça. Pour ça, il faut quand même accepter un petit peu de formation, en tout cas sur les essentiels de la photo, parce qu'il va falloir sortir du mode automatique sur l'ensemble de vos appareils pour ce type de photo. Pourquoi? Parce que le mode automatique, il est conçu pour que vous preniez des photos de paysages, de portraits, dans des conditions où vous n'êtes pas fond blanc partout, en fait, et où l'éclairage, il n'est pas travaillé comme ça. Donc, vous allez avoir beaucoup de problèmes d'ajustement de l'éclairage
vous allez avoir des surexpositions, des sous-expositions, des choses qui peuvent se retravailler, mais ça risque de faire perdre un peu la tête à votre mode automatique. Il se peut en tout cas si vous réalisez des photos comme ça sur fond blanc. Et après, si on doit sortir du smartphone, aujourd'hui, alors je parle de réalisation interne, hein, pas de matériel professionnel, avec un appareil réflexe ou un hybride. Donc un réflexe, c'est ces gros boîtiers que vous connaissez tous. Et puis les hybrides, c'est des petits réflexes. J'ai mis un Sony, parce qu'ils sont assez connus sur cette gamme-là, mais il y en a tout un tas. Maintenant, ils reviennent tous avec des looks un peu vintage, mais en fait, c'est des petits réflexes. Donc, il y a quand même un petit système de miroir. C'est pas exactement les mêmes mécaniques, mais on a quand même quelque chose qui va nous permettre d'avoir une belle qualité d'image et surtout un jeu de profondeur de champ de façon plus évidente et vraiment naturelle et qui n'est pas finalement la profondeur de champ qui est souvent un petit peu simulée du smartphone. Et là, avec un bon boîtier amateur, voilà, 400-500 € de boîtier tout au maximum. Parfois, si on achète d'occasion avec ou alors du matériel qui a quelques années parce qu'on n'est pas un grand technophile, on peut avoir boîtier plus un objectif à 500 € avec des boîtiers qui permettent de faire des belles profondeurs de champ, donc qui ont une grande ouverture. Avec donc une valeur qui est faible, et on accepte de sortir du mode auto, et ben là, on arrive à des résultats qui peuvent aussi être tout à fait satisfaisants. Ça n'a pas vocation à faire de la photo comme des professionnels, c'est-à-dire que la photo que je vous montrais tout à l'heure de Maréchal Fraîcheur dans la boutique en train de remettre le sac, où là, il y a tout un travail de mise en situation, ça reste quand même un métier, hein. Mais on peut arriver pour des photos simples de produits, ou alors si on est sur un niveau d'exigence voilà, qui n'est pas trop élevé, à avoir des résultats qui sont tout à fait satisfaisants, au même titre qu'avec un bon smartphone, tant qu'on n'a pas trop de soucis de lumière. Mais du coup, ça va vous demander de maîtriser un petit peu votre appareil, de savoir sortir du mode auto. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va devoir apprendre le triangle d'or de la photo, les trois paramètres que sont l'ouverture de l'appareil, donc la quantité de lumière finalement que va laisser rentrer mon objectif, la vitesse d'obturation, en fait le temps où on laisse rentrer la lumière, et la sensibilité qui se mesure sur le numérique en ISO. Et donc, on va faire varier ces trois paramètres pour avoir un réglage qui nous correspond. Il va falloir savoir aussi exploiter les sources de lumière, les sources de lumière naturelles. Dès que vous allez dans des lumières artificielles, vous allez vous complexifier un petit peu la vie. Alors, tant qu'on c'est des petits produits qu'on met dans une boîte, ça va. Quand on est dans une pièce avec peu de lumière, ça peut être un peu compliqué, d'autant que les lumières que vous avez, comme celles qui sont de moi ici, elles ont les lumières, elles ont des couleurs, si vous voulez, elles ne sont pas nécessairement faites pour être celles d'un studio photo. Donc, il se peut que ce soit un petit peu frustrant sur le rendu. Il va falloir aussi mettre un peu le nez dans ce qu'on appelle la balance des blancs, qui est pas quelque chose là non plus, hein. On est vraiment sur les essentiels de la photo. Vous pouvez même y trouver, je pense, pas mal d'intérêt et de plaisir. Ça vous aidera par ailleurs à faire de plus belles photos perso, même si vous le faites pour un besoin professionnel, mais voilà, qui va nous permettre de finalement régler la teinte de la photo, qui est plus ou moins chaude ou froide, et d'exploiter, si vous faites du post-traitement, donc de la retouche ensuite, des formats de photos qui ne sont pas le JPEG, qui est le format de photo original, mais un format brut, idéalement, qui s'appelle le RAW, et qui correspond à une image qui est non compressée. Ça vous fait des images assez lourdes, de 20, 25, 30 mégas, qui ne peuvent parfois être lues que par un logiciel de retouche d'image, et qui ont vocation uniquement à être retouchées ainsi, et puis derrière, recompressées en JPEG. Et donc, je vous disais, attention au fond blanc. Je vous ai mis tout à l'heure, vous verrez des ressources pour aller plus loin. Il y a plein de MOOC. C'est vraiment pas quelque chose de voilà, c'est des essentiels et qui sont très complexes à maîtriser à 100%. Par contre, ne serait-ce que d'en connaître les bases, déjà, ça vous permettra de passer un vrai cap sur vos prises d'image. J'évoquais tout à l'heure la dimension lumière. Quelque chose qui est très utile et parfois je vois plein de sociétés qui n'ont pas forcément ce matériel et qui s'embêtent pas mal à le recréer. C'est cette petite boîte qu'on appelle boîte photo ou photocube, qui est pour moi un indispensable sur des photos fond blanc ou fond gris, fond beige, et qui est constituée de façon hyper simple, une ouverture par laquelle on va pouvoir prendre la photo,
des LED qui sont en général sur le haut, parfois aussi sur le côté, sur l'avant, qui vont être en fonction, réglables ou non réglables. Et on voit qu'il y a une petite ouverture sur le dessus aussi pour pouvoir prendre une photo de haut du produit. Et ça, c'est ce qui va nous permettre de faire ces photos fond blanc à un coût assez contenu. Et là, finalement, ça dépend de votre envie de bricoler. C'est-à-dire que on peut se dire, on est complètement DIY, on fait que du fait maison, un carton, des feuilles blanches, des lampes de chevet ou des lampes de bureau, et puis là, avec de la récup, de la débrouille et moins de 20 euros, on a quelque chose qui n'est pas au niveau de ce que je vous montrais juste avant, mais qui est déjà bien au-delà de plein de photos qu'on voit parfois qui sont prises sans cet environnement-là. Et là, vous retrouvez en lien une petite vidéo YouTube qui vous expliquera sans vraiment étape par étape un petit peu comment en 20 minutes arriver à bricoler quelque chose comme ça. C'est vraiment de la bricole si on en a besoin très occasionnellement ou alors que vraiment on adore ça. Je pense que l'option raisonnable, c'est d'avoir un boîtier Photocube, comme je vous montrais auparavant, entrée de gamme, que vous retrouvez sans problème chez des revendeurs de matériel photo pour des prix qui varient en fonction des options, donc de 50, on va dire, à 200 euros. Et là, vous retrouvez, en fonction du prix, des lumières réglables, non réglables, avec des filtres de couleur ou non, enfin voilà, tout un tas d'options qui ne sont pas forcément indispensables pour démarrer. Et évitez juste, peut-être, parce que si vous recherchez sur Amazon, vous allez tomber sur des boîtiers à 15 euros, 20 euros. Euh, je ne suis pas convaincu que ce soit ceux avec lesquels vous obteniez forcément satisfaction. Vous n'allez peut-être pas forcément avoir d'intensité de la lumière réglable, certainement pas la température de la lumière. Voilà. Vous peut-être risquez de retrouver quelque chose qui est enfin, qui correspond au prix où vous l'avez acheté, hein, c'est-à-dire une quinzaine d'euros. Autant le faire tout seul pour ce prix-là. Vous pouvez trouver sur plein de sites. Alors, je pense que la Fnac, Darty y font. Il y a aussi des sites des revendeurs français. Hein. Miss Numérique en est un, spécialisé matériel photo. Et là, sur la page que je vous partage, on retrouve un tas de box photos qui doivent commencer voilà, à 134 euros pour du 60 par 60. Ça dépend souvent de la taille aussi. Donc voilà, 80 euros pour le plus petit qui doit faire 40 cm de large. Et puis après, on peut avoir différentes options où vous avez des fois, je pense juste là, voilà, pour une trentaine d'euros, une cabine, c'est pas dit qu'il y ait de la lumière. Donc regardez bien s'il y a de la lumière ou pas. Vous avez tout un tas d'options. Si vous faut quelque chose de simple, prenez quelque chose de simple. Il y a des grandes marques que vous allez retrouver souvent. Euh, et donc, voilà, Carouba notamment, Starblitz. Donc, voilà, il n'y a pas de souci. Vous trouverez certainement un produit qui est satisfaisant. Le tout, c'est d'avoir la bonne taille et de pas forcément d'accepter de ne pas mettre le moins cher du moins cher qui potentiellement risque de vous décevoir. Ensuite, si vous avez des besoins plus spécifiques, vous pouvez aller chez des pros. Nous, on travaille avec un réseau de e-commerçants qui a régulièrement besoin de faire de la photo produit. Parfois, ils vont louer le service d'un scan cube. Alors, un scan cube, vous voyez, ça fait un peu plus de la taille d'un enfant. On peut littéralement mettre dedans avec un plateau qui tourne de façon à prendre des photos sous tous les angles, avec un rendu qui est ultra propre, et aussi à faire de la vue, c'est comme ça que vous pouvez faire aussi de la vue produit 360. Vous savez, où on peut se balader après autour du produit avec un vrai produit, qui n'est pas un modèle 3D qu'on fait figurer sur le site, mais qui est bien le produit pris en photo de partout, de façon à ce qu'on puisse se balader tout autour du produit et puis voir ce qu'il en est. Et là, on rentre carrément hein, clairement, on rentre dans la prestation qui est faite par des professionnels, mais vous trouvez là aussi, sans trop de difficultés, des professionnels de proximité. Parfois, les photographes, les boutiques photo ont ce type d'appareil-là. Sinon, c'est des choses qui sont aussi parfois mutualisées dans des espaces de coworking ou des lieux qui accueillent plusieurs entreprises. C'est des matériels qui sont assez coûteux, hein, c'est plusieurs milliers d'euros. Et après, il faut encore savoir s'en servir, avoir le logiciel qui va bien avec. Donc là, on rentre vraiment dans de la prestation des outils qui sont réservés aux professionnels. Si on sort de ces boîtes-là et que vous vous dites, ah, bah, je veux prendre absolument des photos en intérieur, euh, pour avoir des sources de lumière qui sont adaptées, je vous encourage vivement à jeter un œil à ce que vous pouvez faire à partir de petits panneaux LED.
Là aussi, pour des sommes assez réduites, hein, on va être entre 30 et 50 € pour les premiers prix. On peut monter un petit peu ensuite sur ce que vous avez à droite, là, avec une tente qui va servir à ce qu'on appelle une softbox, à diffuser une lumière plus douce, parce que la lumière non naturelle est moins diffuse, moins douce, et ça se ressent en fait dans l'image qu'on prend. Et donc c'est pour ça qu'on va souvent avoir quelque chose qui agit comme un atténuateur et qui va adoucir la lumière de façon très bricolée avec un panneau LED et un sac plastique. Vous avez là aussi un petit tuto, faire son mini studio en 5 minutes qui correspond à ça. Vous voyez que la petite photo qui est prise du jus de fruits avec les quelques légumes, là, elle a l'air tout à fait satisfaisante. Et puis après, vous avez des matériels un petit peu plus professionnels. Mais si vous tournez régulièrement des interviews, vous faites régulièrement des photos produits où la personne qui est chargée de la communication dans votre entreprise doit prendre en charge ces dimensions-là, c'est pas inintéressant de faire un investissement qui va représenter un peu plus d'une centaine d'euros si on veut avoir 2 éléments et puis un espace quelque part avec une toile blanche. Et là, on va pouvoir aller un petit peu plus loin qu'avec une boîte. Ça va être plus dur. L'avantage des boîtes, c'est que c'est conçu, c'est un environnement qui est clos. C'est conçu pour être simple, on va dire, en termes d'ombre et pas avoir de problème d'ombre. Là, ça va être un petit peu plus dur parce qu'il faut positionner les lumières et on aura potentiellement un petit peu plus d'ombre, voilà, ce qui n'empêche pas d'avoir quand même des choses assez réussies et bien au-delà de ce qu'on aurait dans un environnement qui ne comprend pas ces éléments-là. Et donc pour ça, il faut quand même comprendre un peu comment fonctionnent les couleurs d'éclairage. C'est ce que j'évoquais tout à l'heure. Je vous parlais plusieurs fois d'éclairage chaud, froid. Si vous achetez votre matériel ou si, en tout cas, vous investissez d'une manière ou d'une autre, eh ben, il va falloir avoir des lumières qui correspondent à quelque chose de plutôt neutre ou un peu blanc froid sur fond, quand on est sur fond blanc, et donc qui va correspondre à 5500 Kelvin. Ça se mesure en Kelvin. C'est la même chose que quand vous achetez des ampoules dans un magasin de bricolage pour chez vous. Donc là, forcément, 5500 dans le salon, ça fait un peu salle d'attente d'hôpital, mais pour prendre de la photo produit en fond blanc, c'est à peu près ce qu'il faut, et en fonction, vous n'allez pas du tout avoir le même rendu. Vous avez aussi maintenant des ampoules qui sont réglables. Alors, je sais que vous n'en avez pas trop cher chez Ikea. Il y en a peut-être Philips aussi, je crois, fait ça. Je ne sais pas si elles ont une puissance nécessaire pour avoir une vraie diffusion pour faire de la photo, mais ça existe. Et vous avez des LED, donc des petits panneaux LED ou même des boîtes où la température va être, pardon, la lumière va être réglable non seulement en intensité, mais aussi en température. Pensez bien à ça parce que si vous êtes dans un environnement avec une température très froide, des néons au mur, eh ben, vous n'allez pas avoir quelque chose de, comment dire, de cosy, quoi, du tout. Ça dépend ce que vous cherchez à faire. Ça peut aller très bien pour de la photo dans un milieu industriel où on ne cherche pas du tout à transmettre les mêmes valeurs. Mais si vous faites du produit destiné à des consommateurs, en général, on essaye d'avoir quelque chose d'un petit peu plus chaud et d'un peu moins agressif comme lumière. Et en travaillant ces éléments-là, rien qu'en se disant, on va penser le type de photo produit qu'on veut faire. On va travailler un petit peu l'éclairage, on va prendre en main son appareil, on va toucher la balance des blancs, voilà, eh ben, on peut avoir déjà des choses qui sont assez satisfaisantes. Et là, je vous ai mis un article de blog que j'ai trouvé hyper riche sur améliorer ses photos culinaires. Voilà, d'un blog qui s'appelle Une plume dans la cuisine. Vous voyez, c'est pas d'hier, hein, l'article qui date de 2012. Et ben, quand j'ai recherché quelques ressources pour vous construire cette intervention. J'ai trouvé que cet article, il était très riche, puisqu'il prend des exemples très concrets d'avant-après, en fait, en respectant quelques règles. Et là, on voit que on est du tout au tout pour certains types de produits, mais tout de suite, il va y avoir un élément très différenciant sur une photo qui est bien mieux mise en scène, bien plus agréable à regarder et qui, au final, fait bien plus honneur au produit en question. Pour la dimension élémentaire de la photo, je vous recommande 2 chaînes.
que j'aime beaucoup, qui s'appelle Derrière la caméra et apprendre la photo. Vous avez le triangle d'exposition, donc ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire l'ouverture, la vitesse d'obturation et la sensibilité, qui est très bien expliqué sur la vidéo que vous avez à gauche en lien. Vous avez, si jamais vous avez un réflexe où vous investissez, comprendre les modes de prise de vue, c'est-à-dire que sur l'appareil, quand on sort du mode auto, soit on est tout manuel, soit on est semi-manuel. Et donc, cette vidéo qui vous explique quels sont les différents modes manuels ou semi-manuels, et puis à quel cas d'usage ils correspondent, puisque ils vont tous correspondre à un cas d'usage un peu différent. Et c'est intéressant d'avoir cet angle-là d'un professionnel pour se simplifier la vie. Et après, on se dit, ah oui, pourquoi je ne faisais pas comme ça? Voilà, c'est des sources d'infos assez riches. Et puis par ailleurs, ces deux chaînes-là, c'est des vraies chaînes de contenu ils sont pas là pour uniquement faire du placement de produits. Donc, vous avez des choses qui sont hyper intéressantes. Voilà, je vous encourage à jeter un œil. Petite interlude technique, parce que ça, c'est des questions qu'on nous pose aussi régulièrement. Euh, comment fonctionnent les pixels? On parle en mégapixels souvent sur les appareils. Là, un pixel, c'est un petit carré d'une couleur qui est le mélange de rouge, de vert et de bleu. La taille d'une image, eh ben, on la mesure en nombre de ces petits points de couleur, donc en nombre de pixels. Dites-vous que votre écran, si c'est un écran standard, on va dire aujourd'hui de bureau, ou maintenant les télés sont plutôt en 4K, mais correspondent à 2 millions de pixels. Donc, finalement, on n'a pas besoin d'un nombre incalculable de pixels. De prendre des photos en 8, en 12, en 16 mégapixels, c'est largement suffisant. Il y a beaucoup de marketing là-dessus. L'intérêt d'avoir des images en très haute définition, c'est à la limite par la suite pour du post-traitement, pouvoir travailler plus finement certains détails, pouvoir faire du recadrage surtout, mais on n'a pas besoin des 40 millions de pixels qu'on nous vend comme indispensables. Avec maintenant, vous savez, les smartphones, ils ont des dos où vous avez 5 objectifs. Voilà, ça permet de faire plein de choses, certes, mais c'est pas indispensable d'être équipé de ce type d'éléments-là pour bien travailler. Et puis, le format de fichier. Vous allez la plupart du temps travailler en format JPEG, mais par contre, si vous devez faire des retouches, si vous vous lancez un petit peu dans la retouche d'image, utilisez absolument du format non compressé, du RAW, qui va vous permettre d'avoir des réglages qui sont non seulement beaucoup plus fins, si vous voulez, l'information est plus riche, donc vous allez pouvoir plus facilement rehausser des parties qui seraient un petit peu sombres, assombrir des parties qui seraient trop claires et éviter finalement des pixels morts qui sont soit brûlés, soit d'un noir absolu, qui font que vous ne pouvez plus par la suite retravailler vos images. Et donc, retravailler vos images, et c'est par cet élément-là qu'on va terminer le traitement de l'image. On a parlé rapidement du type d'image je vous encourage en tout cas à définir quel type d'image vous souhaitez faire. Ensuite, du matériel et puis des quelques notions essentielles de matériel. Ensuite, il y a tout ce qui va concerner le post-traitement. Le post-traitement, pourquoi? Le post-traitement pour soit corriger des fois des imperfections qui sont dues aux conditions de prise de vue, soit donner plus d'éclat. On va voir que naturellement, en fait, l'appareil photo, il va prendre une image qui est peut-être pas la plus flatteuse. Sauf, alors surtout les appareils photo quand on sort des modes automatiques. Par contre, les téléphones, en particulier ceux qui font beaucoup de marketing sur la photo, ils vont parfois vous prendre directement des images qui sont presque trop contrastées, avec des couleurs trop saturées, avec une dimension voilà, très, comment dire, très choc, quoi, dont le but est de mettre en valeur les qualités de votre dalle LED de votre smartphone de je ne sais quelle marque. Et le but, c'est d'avoir quelque chose qui est très éclatant, quoi. C'est pas forcément une bonne chose pour un photographe, pour notre besoin, à la limite, ça peut être pas plus mal. Mais en tout cas, ça peut se retravailler aussi. On va pouvoir aussi mieux travailler des photos sur fond blanc où en général, il y a un tout petit peu d'uniformisation à faire, ou encore de détourer des produits, puisque là aussi, c'est quelque chose qui revient souvent. Je veux détourer des produits, et là, et voilà, il va falloir travailler sur un fond uni idéalement, hein, qui soit blanc ou pas forcément, tout dépend de la couleur de votre produit et ce qui va apporter le plus de contraste pour que, souvent on prend du vert, hein, c'est comme les fonds verts
de cinéma parce que c'est une couleur qui naturellement est assez peu présente sur le corps humain en fait et qui va apporter le plus de différence et donc on va pouvoir le plus facilement exclure et détourer. Quelques ajustements peuvent tout changer. Et là encore, vous voyez qu'on a déjà mangé, mais j'ai pris des exemples sur de l'alimentaire, mais parce que il y a un travail qui est hyper important sur l'alimentaire, sur ces éléments-là, et un autre blog, voyagegourmand.fr, a un article très bien fait sur les trucs et astuces de la photographie culinaire, où là, on passe de la version à gauche à la version à droite en retouchant 5 éléments, quoi. Le contraste, la luminosité, la saturation, les ombres, les blancs et les noirs. Bon, ouais, ça fait 6 éléments, mais très peu d'éléments avec une opération qui demande peu de technicité, en fait. C'est important de maîtriser ces éléments-là, mais un logiciel très simple, on n'a pas besoin de Adobe Photoshop pour retoucher voilà, ces 4 éléments-là. Il y a une pléthore de logiciels qui peuvent voilà, être largement suffisants et ça fait déjà une éclatante différence. Là aussi, j'ai pas tellement parlé de la dimension créative, mais soit vous avez un vrai parti pris parce que vous avez au fond de vous une âme d'artiste, mais n'oubliez pas que ce que vous le faites pas pour vous, vous le faites pour vos clients. Soit il faut essayer quand même d'être un peu sobre, hein, d'éviter des retouches qui pourraient, voilà, qui peuvent être un petit peu personnelles, et puis de se dire c'est quoi le standard dans mon secteur, dans mon domaine, et puis comment moi je peux m'inspirer de ça pour faire quelque chose d'intéressant. Et donc, du point de vue des logiciels, vous allez retrouver, voilà, je vous mets 4 niveaux de solutions qui sont loin d'être une liste exhaustive. N'hésitez pas à donner dans le chat si vous utilisez, alors là on parlera après de mobile, mais en tout cas d'autres logiciels bureau, il y en a une liste infinie, hein, mais juste pour vous donner une vision d'ensemble, je pense que si on devait catégoriser, on aurait les outils Adobe, Photoshop, qui est un outil de retouche complet d'images, et Lightroom, qui est un outil conçu spécialement pour les photographes. On peut tout à fait se satisfaire uniquement de Lightroom si on fait un certain type de photos. C'est des abonnements qui sont alors pour un produit à 10 euros par mois, puis un petit peu plus si on veut la suite complète. Même, oui, ça doit être une trentaine, 30 ou 40 euros. Alors après, ça dépend de la taille de votre structure. S'il y a un service communication, des gens qui sont amenés à faire de la PAO, donc tant de la mise en page que de la photo, que d'autres choses de traitement d'image. C'est pas un investissement qui est très lourd. Si c'est une de vos 10 casquettes parce que vous êtes tout seul, c'est pas forcément quelque chose vous n'avez pas besoin de ce niveau-là. Et après, il faut se former, quoi. Adobe, c'est une suite qui est hyper performante, mais si soit on connaît déjà les logiciels Adobe, ils se ressemblent un peu tous dans l'ergonomie, c'est un peu l'avantage. Soit il faut accepter de se former un peu. Et là, pour se former, vous trouvez pléthore de formateurs très compétents sur tout le territoire de la région Auvergne-Rhône-Alpes si vous voulez faire du physique. Et autrement, pour ceux qui n'ont pas de problème avec la dimension apprentissage distant, vous retrouvez tout un tas de MOOC et d'autres e-formations. Je sais que Eleform est historiquement une société qui faisait beaucoup de formations enregistrées à Adobe, mais vous en retrouverez toute une tonne. Après, s'il y avait un niveau un peu entre deux, en fait, qui n'est pas le logiciel gratuit, mais qui a quand même des options assez avancées, Affinity Photo me paraît être vraiment le bon niveau pour ce besoin-là. Une alternative assez accessible avec beaucoup de profondeur. C'est pas la puissance des algorithmes d'Adobe, mais c'est déjà assez solide. Et puis, pour du plus petit besoin, vous trouvez Pixelaire, qui fonctionne, qui est un éditeur d'images. C'est assez impressionnant, qui fonctionne uniquement dans votre navigateur. Alors, essayez pas de le lancer avec Internet Explorer. Prenez un ordi qui est pas trop fatigué et puis utilisez Google Chrome. Mais ça vous donne des rendus qui sont, voilà, ça vous donne en tout cas des rendus qui sont très propres et il y a pas mal d'options où on a des réglages assez fins. Après, pour ceux qui voudraient la puissance d'un Photoshop, on va dire sans nécessairement avoir à payer la licence Adobe, vous avez l'équivalent libre qui permet d'aller très loin, qui s'appelle GIMP, qui est valable sur l'intégralité des systèmes d'exploitation. Par contre, c'est un logiciel libre qui a de très nombreuses qualités pour lui, mais dont l'interface est parfois, comme malheureusement beaucoup de logiciels libres, un peu aride. Donc là, par contre, autant Photoshop, si on est un peu bricoleur, qu'on adore ça, on peut se former rapidement, autant là, voilà, va falloir aller quand même pour retrouver ces petits de l'interface, va falloir vraiment se former. Mais
tout à fait, c'est un super logiciel. Je vous donne une autre source, si jamais pour les détourages en masse, vous avez un service qui s'appelle Remove Background, Remove BG, qui vous permet en ligne d'envoyer des images et de les détourer en masse. Vous avez une image ou deux gratuites par jour. La vocation des images gratuites, c'est surtout de tester, hein, voir si ça marche bien avec vos fonds. Et puis si ça marche, vous pouvez faire du traitement d'images en masse. C'est assez bluffant comme rendu, ça marche vraiment pas mal. Et c'est un besoin qui est assez courant. Et parfois, bah voilà, d'acheter un pack de 200 images, alors je ne sais plus les tarifs, mais d'acheter un pack de 200 images à 40-50 euros, et ben c'est bien, ça nous fait gagner bien plus de temps que de passer les 8 heures qu'on passerait sur Photoshop. Et puis, c'est bien mieux pour nos nerfs parce que le détourage, c'est vraiment quelque chose d'assez irritant. Et puis, bien sûr, il y a le bon réflexe, pour l'ensemble de ces outils, si vous vouliez ne serait-ce qu'entrevoir plus en détail les possibilités, utilisez un petit coup YouTube, vous faites une petite recherche et vous allez trouver des gens qui utilisent ces logiciels pour plein de cas d'usage et vous allez pouvoir vous projeter. En général, ils ont pour l'ensemble des versions d'essai et c'est hyper important parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment, on vous vend un logiciel, il y a forcément une version d'essai et c'est tout à fait normal. Pour la version mobile, vous retrouverez par exemple Photoshop Express, qui est une sorte de Photoshop un peu light, qui marche pas mal du tout sur tablette. Quand je dis mobile, c'est mobile et tablette. Mobile, alors soit vous allez utiliser effectivement une appli pour de la publication de réseaux sociaux et puis vous voulez avoir euh, un traitement en dehors du réseau social. Donc là, oui, mais sinon, par contre, voilà, faut travailler sur tablette hein, si vous voulez vraiment faire de la retouche de photos produits, ce genre de choses. Par contre, sur tablette, c'est hyper agréable. Moi, maintenant, je travaille, j'utilise alors Lightroom, Photoshop Lightroom, mais uniquement sur tablette pour la partie photo et ils ont largement optimisé les interfaces. C'est vraiment, vraiment assez chouette. Du coup, vous retrouvez une version gratuite de Photoshop quand même qui s'appelle Photoshop Express, Pixelaire qui a une app gratuite avec des retouches élémentaires assez satisfaisantes et un service Google qui est assez peu connu mais qui est très performant, qui a un peu repris l'héritage à l'époque, il y avait, je ne sais plus comment ça s'appelait. Ils ont intégré ça un petit peu, mais pas trop, dans Google Photos. Google avait un logiciel de retouche d'images dont j'ai perdu le nom. Et en tout cas, ils ont repris ces options-là et c'est très performant. Il y a beaucoup de filtres, des retouches qui peuvent être assez avancées. Ça prend les fichiers non compressés, les RAW, et vous pouvez enregistrer ce qu'on appelle des presets, et donc des ensembles de retouches qui sont déclinables ensuite sur des ensembles de photos, ce qu'on fait aisément dans les outils Adobe. Et donc, ça vous permet de travailler, si vous avez des photos prises dans des conditions équivalentes, une fois très finement, après d'appliquer en masse, et puis de vérifier et de modifier quelques retouches à la marge. Si des photos sont prises dans des mêmes conditions, ça permet d'accélérer d'accélérer la réalisation et d'avoir des résultats qui sont assez chouettes sur beaucoup d'images sans y passer des semaines. Quelques bonnes pratiques sur la mise en ligne. Vos photos sur des sites web, elles sont en JPEG et pas en PNG. PNG, c'est quand il y a besoin de transparence ou pour des icônes. Il y a aussi du WebP, qui est un nouveau format que vous pouvez utiliser, qui est encore plus optimisé que le JPEG, utilisable uniquement dans le navigateur. Mais bon, déjà, en JPEG, ça serait pas mal. Elles ne doivent pas dépasser la taille maximum d'affichage. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si ma photo, elle s'affiche de 800 pixels de large sur mon site. C'est complètement contre-productif d'avoir une photo qui fait plus de 800 pixels de large. Elle doit respecter le ratio largeur-longueur du site. Parce que sinon, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, chaque photo va être retravaillée. Donc, ça va demander des ressources machines à votre ordinateur. Alors, les ordinateurs, ils s'en sortent. Les smartphones, quand ils sont un peu fatigués, des fois, ça vous fait des sites sur mobile qui affichent les images de façon très lente. C'est pas du tout les mêmes processeurs, donc c'est un peu moins puissant. Donc, respectez, s'il vous plaît, ces éléments-là. Et vous avez aussi tout un tas d'outils qui ne viennent pas là pour... ça ne vous empêche pas d'avoir une taille maximum et le bon format, mais qui vont venir compresser encore le format. Vous avez jpeg.io qui est un service très simple. Vous glissez vos photos, vous les retéléchargez, optimisez. Ça vous permettra de gagner entre allez, 10 et 40% selon la qualité de base de vos images et d'avoir quelque chose qui ne détériore pas trop la qualité de l'image. En tout cas, pour plein d'usages, c'est satisfaisant.
Si ce n'est pas satisfaisant pour vous, eh ben, effectivement, si vous êtes dans le vestimentaire et qu'il faut qu'il y ait des photos qui sont affichées d'une certaine taille, mais avec un zoom quand on passe la souris dessus, qui montre les détails des mailles de l'écharpe en question, eh ben là, oui, forcément, on va pas du tout, on va travailler avec des images qui sont peut-être moins compressées parce que le besoin n'est pas le même. Et puis, respectez bien les contraintes SEO. N'oubliez pas que les moteurs de recherche, ils ne reconnaissent pas ce qu'il y a sur vos images. Ils savent le faire, mais il faudrait faire tourner des centrales nucléaires pour faire tourner l'indexation Google si on faisait de l'analyse d'images sur l'ensemble des photos de façon très fine. Donc, pour le référencement naturel, Google va exploiter le contexte, mais surtout le nom du fichier et le nom des éléments indiqués dans la petite balise alt qui correspond à ce qui devrait s'afficher quand l'image ne parvient pas à se charger. Donc ces deux éléments-là, ce sont ceux qui vont donner du sens à vos images pour les moteurs de recherche. Donc c'est ceci qu'il est important de considérer quand vous mettez votre image en ligne. Votre image, elle ne doit pas s'appeler 1468-2021.jpg parce que sinon, bah, elle ne veut absolument rien dire pour le moteur de recherche. Et si vous m'avez écouté jusque-là, c'est que vous avez certainement un besoin photo et ça serait trop dommage de ne pas exploiter ce travail à fond et d'aller jusqu'au bout de l'exercice en optimisant l'exploitation de vos images pour le référencement de votre site web. Et donc, si je devais faire une petite conclusion, quelques éléments à retenir. La lumière et ce qui va vous poser certainement le plus de difficultés est un élément indispensable. N'oubliez pas de contextualiser le produit ou quoi que ce soit, de prévoir un décor, de travailler différents formats, ce que j'indique, varier les angles, alors face, incliné, de haut. Il y a tout un tas de réalisations possibles. Faites des tests et puis donnez-vous des règles. Et puis, ce qui peut apporter un aspect très professionnel, c'est la profondeur de champ. Alors là, vous voyez, par exemple, la profondeur de champ, c'est quoi? C'est ce léger flou qui finalement entoure ma noix de cajou sur laquelle j'ai ma mise au point, ou ma noix tout court d'ailleurs, sur laquelle j'ai ma mise au point, et qui va donner un effet à l'image qui est tout à fait approprié. Alors, ça, c'est pas propre à des secteurs. Vous n'avez pas besoin de faire de faire de la profondeur de champ pour l'ensemble des photos, hein. C'est juste, ça dépend du contexte, ça dépend de ce que vous prenez. Mais par contre, pour certains types de photos en extérieur, et je vois dans le chat qu'on dit difficile pour des photos de chantier dans le bâtiment, si l'objectif c'est de faire les photos de la section RH de votre site web, je ne suis pas d'accord, c'est tout à fait exploitable. Si on travaille la marque employeur et qu'on est là pour valoriser finalement les conditions de travail, on va justement prendre en photo plutôt des humains, essayer de les prendre en situation avec une mise en avant qu'on peut travailler avec la profondeur. Si on travaille du produit fini et de la réalisation, on va être là avec une volonté de montrer le plus de détails. Donc là, l'objectif, ça va être d'avoir la plus petite ouverture, d'avoir le maximum de détails en fond, un petit peu comme quand on fait de la photo de paysage. Donc dans ce que je vous dis là, c'est des règles dont quelque part, il faut vous emparer et les appliquer par rapport à vos besoins, quoi. Voilà, il ne faut pas forcément prendre l'ensemble de ce que je dis et de le faire systématiquement. Il faut vous dire, bah, tiens, par rapport à moi, par rapport à ce qu'on fait, quels sont les éléments qui nous correspondent et est-ce que ça peut me faire avancer et me donner des éléments qui ont une allure un petit peu plus professionnelle. Voilà. J'espère que je vous ai donné des infos qui sont utiles pour ce que vous faites. Je vais vous donner l'enquête qui nous permet de savoir, c'est important s'il vous plaît, qui a été là et de vous transmettre le support pour que vous ayez l'ensemble des liens qu'on a vus ensemble. Le lien sera bien dans le chat parce qu'après on a toujours des gens qui nous écrivent j'ai pas eu le lien. Non, non, je vais l'envoyer tout de suite, il est dans le chat, vous ne le recevrez pas par mail, faites attention, merci. Et je suis à votre dispo. Je pense que voilà, ça se voulait très introductif, hein, c'est moins d'une heure de temps, donc on survole pas mal de choses. Si vous avez voilà, des sujets particuliers très propres à votre secteur, je vais désactiver l'enregistrement et puis je suis à votre dispo. Si vous avez aussi des partages d'infos, des conseils, ils sont tous les bienvenus.